Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Une politique française en plein flou, sans boussole, et c'est notre thème du jour. Est-ce que la droite et la gauche, c'est fini? Le paysage est-il en train de se redessiner autrement? Pour en débattre, aujourd'hui sur notre plateau, Violaine Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale en Saône-et-Loire et secrétaire du Parti socialiste de Saône-et-Loire. C'est ça. François Desailly, bonjour. Bonjour. Vice-président de Dijon Métropole, je ne me suis pas trompé cette fois, et président du MoDem de Côte d'Or. Damien Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et Valérie Leger, conseillère départementale de Lyon. Les Républicains devaient être avec nous. Elle a été victime d'un accident de la route. Sans trop de gravité, heureusement. On lui souhaite un bon rétablissement. Commençons par une devinette, allez, facile, mais qui vient de déclarer ceci mardi, regardez. Je ne veux plus m'enfermer dans le mot gauche. Des millions de gens ne se positionnent pas d'un côté ou de l'autre. Il faut trouver un vocabulaire nouveau. Ça n'est pas Emmanuel Macron, ça n'est pas Manuel Valls, ça n'est pas Raphaël Glucksmann. C'est Alexis Corbière, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. On va assez loin sur l'échiquier pour ne plus vouloir utiliser le mot gauche. Alors ça y est, notre grille de lecture, notre façon de nous situer semble obsolète. François Desailly, on s'est longtemps, on va dire, moqué parfois du MoDem sur son positionnement au centre. Est-ce que vous avez le sentiment de commencer à avoir raison ? Je pense que droite-gauche, maintenant, c'est devenu désuet. Ce sont des termes purement français. C'est-à-dire, dans les pays, on parle de travaillistes, de conservateurs, de démocrates, de libéraux. Et ça veut dire quoi, être de gauche et de droite? Parce que franchement, quand vous voyez la droite de Juppé, qui travaille avec Macron le MoDem, la droite de Wauquiez qui flirte avec le FN, le Rassemblement national, la gauche, vous avez les radicaux de gauche, vous avez la gauche d'Olivier Faure, vous avez la gauche de François Hollande, vous avez la gauche de Hamon, de Mélenchon. Enfin, ça devient extrêmement complexe. Maintenant, c'est plus le logiciel. Ça a complètement changé. Et à Dijon, moi, j'ai essayé, quand en 2008, j'ai fait, en tant que de droite modérée, travailler avec la gauche, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens ne comprenaient pas. Je pense que Bayrou, en 2007, avait posé les charges pour faire exploser ce mur invisible entre la gauche et la droite, où on s'empêchait de travailler, étant de gauche modérée, de droite modérée, de travailler ensemble. On le faisait au niveau local, mais pas au niveau national. Bayrou a failli le faire. Il a simplement posé les charges. Et en 2017, Emmanuel Macron a appuyé sur le détonateur et a tout fait exploser. On le voit, le gouvernement, il y a un Premier ministre de droite, il y a des ministres de gauche. Là, on va regarder le dernier remaniement dimanche dernier. Vous avez 2 ministres issus des socialistes et puis un ministre de droite modéré des Républicains, Amélie... Alors ça, c'est là pareil, mais on va falloir aussi qu'on se pose la question de ce que pensent les citoyens de tout ça, François Quand Desailly. on les interroge, les gens se disent maintenant, ça ne veut plus rien dire, il faut prendre des bonnes choses des deux côtés, ce que je prends depuis des années. Pour ça, je pense, j'ai eu peut-être raison trop tôt, mais maintenant, je suis content. Violaine Gillet, si on dit en gros, la gauche se préoccupait des pauvres, du social et n'aimait pas trop les patrons, la droite se préoccupait de l'entreprise, défendait les plus riches, est-ce qu'on peut dire que la France a vécu dans ce découpage longtemps et qu'aujourd'hui, ça colle plus? Ou est-ce que c'est un petit peu excessif? C'est surtout réducteur. Je crois que c'est une vision un petit peu limitée de ce qu'est la gauche. Et elle se limite pas. Le clivage politique se limite pas à ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Jupiter Ier. Je pense qu'on a quelque chose qui remonte à beaucoup plus longtemps. Et là où on confond peut-être, quand on parle de clivage gauche-droite, c'est quand on confond les mesures qui sont prises, le plus ou moins d'État, ce qu'on a souvent pris pour la différence entre la gauche et la droite. Moi, je crois que la différence entre la gauche et la droite, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça remonte à beaucoup plus loin. D'ailleurs, on le fait remonter à la Révolution, à ceux qui sont placés à gauche pour choisir c'est ça, on a tendance à oublier ça. La mort, c'est d'abord la mort un du roi. positionnement physique dans une assemblée. Mais ça veut dire quelque chose. Choisir la mort du roi, à ce moment-là, c'est pas simplement être pour quelque chose qui est quand même relativement violent. C'est simplement choisir la fin et l'abolition d'un droit divin. Et c'est choisir que les hommes et les femmes puissent prendre en main leur destin et puissent faire des choix de société ensemble. C'est le gouvernement par le peuple, pour le peuple, qu'on connaît aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça. Profondément, la gauche, c'est ça. Et est-ce qu'en même temps, ça tient encore une référence qui date de 1789? Est-ce que c'est pas pour ça que, justement, ça tient encore, elle tient parce plus que ça va tenir. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a effectivement un mouvement de fond depuis, on veut dire, au moins une vingtaine d'années, où on voit la baisse des partis traditionnels. Mais la baisse des partis traditionnels, ça ne veut pas dire la fin de cette différence entre la perception des choses. Est-ce qu'on doit laisser faire l'ordre naturel? Est-ce que l'ordre naturel, c'est de laisser gagner les plus forts? Ou est-ce qu'il y a, à un moment donné, l'intervention des femmes et des hommes pour prendre en main
leur destinée et se faire un choix collectif. Et là, il y a les idées et il y a les partis. Et on va essayer de comprendre peut-être la différence entre crois. les deux. Damien Quentin, en même temps, quand on adhère à un parti, quand on est jeune, souvent, il y a des raisons pour lesquelles on adhère. Et c'est aussi des positionnements, on va dire, physiques dans les partis politiques. Par exemple, beaucoup de gens au Front National, puis au Rassemblement National maintenant, ont adhéré au parti parce que, par exemple, ils avaient une forte opposition au communisme. Et donc ça se situait très à gauche sur l'échiquier. Donc... il y avait ces valeurs-là, et je suppose que vous les partagez aussi. Bien sûr, on adhère surtout sur des idées, je pense. Monsieur Dessay l'a très bien dit, Macron a participé on va dire, à la recomposition de la vie politique en France, mais je pense que le Rassemblement national y a contribué fortement. Depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années, nous avons toujours eu cette même ligne du ni droite ni gauche, et je pense que c'est Marine Le Pen qui a le plus fortement contribué à cette fin de ce métronome mortel du droite-gauche, où la vie politique française était colonisée par une bande de feignasses qui attendaient que l'autre se plante pour reprendre le pouvoir et faire la même chose. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi. Non, En matière de feignasse, je pense que, de ce que j'ai vu en tous les cas dans les dernières élections cantonales, j'ai quand même eu une adversaire qui n'est jamais venue sur le terrain avec un binôme masculin qu'on n'a jamais vu. Prenez les bilans des exécutifs du Rassemblement national et vous verrez que tout se passe très bien. Au Parlement européen, ça bosse. Au Le livre de Madame Montel le dit bien. ranking, nos élus sont les mieux placés. Et donc Faut nous pas avons confondre participé présence et travail. Nous avons participé à cette recomposition de la vie politique, mais on a été aidé aussi par les partis traditionnels, notamment les Républicains qui avaient promis le Karcher à l'époque, mais qui n'ont jamais branché le tuyau. Le Parti socialiste qui a trahi bon nombre de ses électeurs et qui est sous assistance respiratoire depuis la présidentielle. On va vous débrancher aux ni élections droite ni européennes, gauche, je pense. pardon, ni droite ni gauche, mais avant que Marine Le Pen, et on en parlera, aille sur le terrain social, on se souvient de Whirlpool pendant la campagne présidentielle, Jean-Marie Le Pen, ça l'a jamais gêné d'admettre lui-même qu'il se situait à la droite de la droite, avec un certain nombre d'arguments qui étaient clairement bien marqués politiquement. Et quand on allait vers ce parti, comme vous l'avez fait, je pense, en étant plus jeune, on connaissait ce corpus de pensée-là. Donc droite, gauche, extrême gauche, ça a une existence, ça a une signification tout de même. Il y avait peut-être une influence économique de droite à l'époque du parti. Mais moi, quand j'ai adhéré, il y a aussi Marine Le Pen qui a amené toute cette fibre plus sociale. Et nous, c'est pour ça qu'on a toujours été sur cette ligne du ni droite ni gauche. On veut gouverner pour le peuple. Que ce soit des personnes de droite ou de gauche, aujourd'hui, ils nous rejoignent pourquoi ? Ils ne nous rejoignent pas parce qu'on est de plus à droite ou plus à gauche, parce qu'ils ont été trahis par les partis traditionnels, que ce soit le PS, l'UMP. Le MoDem, c'est différent. Ils vont un petit peu dans le sens du vent. Ils sont au gouvernement. Ils sont au gouvernement maintenant. Attendez, maintenant, ils sont au gouvernement. Je veux bien entendre d'aller dans le sens du vent, mais je veux dire, ça fait des années que l'on prône le rassemblement. On n'est pas ni gauche ni droite. Moi, je suis avec la gauche, avec la droite, si on veut encore employer ces termes désuets. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des gens bien des deux côtés. Moi, j'ai trop souffert. Vous savez, la politique, pour moi, c'est pas un métier. C'est à côté. J'essaye de faire bouger les lignes. Quand j'ai entendu des gens me dire de mon côté, nos idées de notre candidat sont pas bonnes. Vous, avant le MoDem, vous venez de l'UDF, qui était à l'époque, quand vous étiez à l'UDF, un parti qui était de centre-droit, mais enfin marqué dans la famille de la droite. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait des gens très bien au centre-gauche et à gauche, et on pouvait travailler ensemble. On l'a fait à Dijon, il y a des gens très bien des deux côtés. Par contre, c'est vrai que je considère que ce n'est pas ni gauche ni droite, mais c'est avec la gauche, avec la droite. C'est ça mon logiciel, c'est pas du tout ça. C'est pas un logiciel ni gauche ni droite. C'est sûr que c'est ni FN, ni extrême gauche. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, les gens Et l'espace central, il s'agrandit, on le voit bien. Il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler ensemble dans l'intérêt général. On parle du peuple. Mais moi, je suis aussi pour le peuple, pour aider que les gens aillent bien. Je veux dire, personnellement, j'ai un ami là qui va peut-être recevoir une OQTF. Je fais tout pour qu'il reste en France. Parce qu'au bout de 6 ans en France, je trouve ça lamentable de l'envoyer dehors. Excusez-moi, vous voulez peut-être, mais moi, je ne veux absolument pas. Et je ferai tout. Et je me battrai pour cela. Je veux dire, mais il y a un moment, il faut travailler pour les gens. Je veux dire, si on veut des richesses, faut bien. Si on veut donner des prestations sociales, il faut des richesses en amont. C'est ça notre aussi. Alors, est-ce que ça veut donc on a des idées de droite, des idées de gauche et travaillons ensemble. Mais vous m'amenez sur la suite. Si on essaie de trouver, parce qu'il faut aussi trouver des concepts maintenant, puisqu'un certain nombre on le sait, un certain nombre de Françaises se retrouvent pas dans cette idée de droite et de gauche. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'un côté du avec la droite, avec la gauche, et d'un autre côté du ni droite ni gauche? Je pense, oui. Et alors, Emmanuel Macron essayait de lancer cette différence entre progressisme et populisme. Ce progressisme qui réunirait les partis traditionnels de droite et de gauche, on va dire centre-droite, centre-gauche.
et puis le populisme d'un autre côté qui appellerait le peuple contre les élites. Violaine Gillet, est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans ou pas? Je ne vous ai pas dit que j'étais d'accord, mais j'essaie de trouver une classification. Non, moi, c'est un peu facile. Hein. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, le clivage gauche-droite, il s'estompe, il se transforme, il évolue. Il évolue comme la société évolue. Aujourd'hui, essayer de réduire ça à progressisme contre populisme, c'est une facilité, c'est une astuce et c'est une stratégie électorale. Faut être clair. Maintenant, dans ce qu'on voit, ce qui se dessine dans les prochaines échéances, on peut reconnaître qu'il y a un bloc effectivement souverainiste conservateur. C'est un vrai danger, mais j'aimerais bien entendre mon camarade qui est à ma gauche, d'ailleurs, tout à l'heure, sur ce sujet-là. On a donc ce bloc conservateur, on a un bloc technocrate libéral, même si mettre les technos... pour moi, c'est les technos qui ont pris le pouvoir et c'est pas la faute des technos qui servent le pouvoir. Donc voilà, ce bloc techno-libéral. Et puis on a une position qui est sociale, écologique, démocratique, solidaire, qui est différente, effectivement. Donc la matrice, elle évolue, mais elle évolue... j'allais vous dire, comme l'entreprise évolue aussi aujourd'hui. On parle d'entreprise libérée, on n'est plus dans le pyramidal, on n'est plus dans le descendant. Et le citoyen, comme le salarié, aujourd'hui, il a besoin de prendre la parole, de prendre le pouvoir et d'avoir confiance dans ceux qui le dirigent. Vous admettez que votre parti, le Parti socialiste, vous faites partie de ceux qui sont dans la ligne actuelle, d'essayer de trouver des solutions et de faire évoluer. D'une certaine manière, c'est planté, enfin que les grands partis se sont plantés, que la grande famille du PS qui a exercé le pouvoir, avec beaucoup de pouvoir à certains moments, à pas renouveler les logiciels et qu'il faut trouver autre chose? Il y a eu des erreurs dans le quinquennat précédent et Olivier Faure l'a dit et a fait un excellent bilan des quinquennats et je ne dirais pas mieux que lui, donc je renvoie à ce bilan. Et par ailleurs, effectivement, ce sont des partis qui n'ont pas su évoluer. Et on est resté sur quelque chose qui était de l'ordre du quotidien, mais comme dans beaucoup de structures, quand on n'innove pas, on meurt. Aujourd'hui, depuis 2 ans, depuis... je veux dire, la leçon qu'on a reçue démocratique au moment des présidentielles, on a compris qu'il fallait refonder, qu'il fallait... alors, on a un programme qui s'appelle Renaissance. C'est drôle parce que c'est le choix du nom qui a été fait par la liste d'Emmanuel Macron. C'est le deuxième petit coup de pied de l'âne qu'on reçoit de ce côté-là. Alors, ça en devient quasi comique. Qui était le premier? On ne sait pas qui était le premier. L'opposition progressisme-populisme, Damien Quentin, est-ce que vous la trouvez... pertinente, ou sachant effectivement que gauche et droite, il y avait une forme d'égalité, et que dans progressisme et populisme, il y a un côté péjoratif sur les populistes par rapport aux progressistes. Nous, au Rassemblement national, on parle plutôt de mondialistes et de nationaux. On le voit d'ailleurs à travers l'Europe, où en Italie, en Autriche, d'élection en élection, quasiment tout le temps, il y a une contestation très forte qui monte contre cette Union européenne. Nous, aujourd'hui... Étant entendu qu'il n'y a pas du tout de majorité au niveau européen, de façon globale, pour cette opposition. Pour le moment. Oui, pour le moment. Les sondages ne le disent pas non plus pour la prochaine élection, on va être clair quand même. Oui, mais il faudra être clair aussi sur l'intention notamment du MoDem, du PS, au Parlement européen. Dans quel parti vont-ils siéger? Vont-ils encore une fois s'allier? Le MoDem, c'est la DLE, il n'y a pas de changement. Votre candidate n'a pas été capable de le dire clairement aux électeurs. On va dire quand même aux gens qui nous regardent, qui ne le savent. Pardon, je vous coupe quelques secondes pour que la compréhension. Les Français le savent très peu. Mais enfin, au Parlement européen, on va dire que les Républicains et le PS, en gros, étaient dans la même majorité dans la mandature précédente. Et ce qui était quelque chose d'assez difficile. Pardon, il y avait un accord de gouvernement, oui. Ils étaient dans un accord de gouvernement. C'était pas le même groupe. Mais c'est pas les mêmes groupes. C'était pas le même groupe, mais il y avait un accord de gouvernement. Oui, mais quand on défend et quand on sait comment ça fonctionne, les textes sont amendés groupe par groupe et vous avez le shadow rapporteur qui va travailler pour son groupe. Non, mais donc on ne peut pas dire que c'est la même chose. Je voulais dire par là que de toute façon, ils votent 80%. C'était différent de la politique française. C'est plus compliqué. À 80%, ils votent la même chose. Je le vois au Conseil régional. La droite... Quand ce sont des choses bien, tu les votes. C'est pas parce que c'est un camp opposé qui présente les choses qu'il faut voter contre. Oui, monsieur Dessay. Par exemple, au Conseil régional, quand je vois systématiquement les Républicains, Monsieur Wauquiez, on l'entend, le verbe haut, l'immigration, et qu'au Conseil régional, le groupe républicain vote toutes les aides à plus de 7 millions d'euros pour les migrants que la gauche propose, désolé, il y a un problème idéologique. Je suis pas là pour défendre Monsieur Wauquiez, loin de là. C'est grâce à ça que le clivage gauche-droite est bien terminé et qu'on a les mondialistes d'un côté et les nationaux de l'autre. Et on va le voir à la prochaine élection européenne. Est-ce que je peux juste répondre à ça? Parce que franchement, comment est-ce que vous envisagez les choses? Alors on revient à la France, seule,
tous les pays de l'Europe reprennent leur souveraineté. Concrètement, c'est quoi? Parce que le souverainisme, très concrètement, ça va être quoi? Face à l'Amérique de Trump, face à Poutine, face à la Chine a déjà racheté les dettes de l'Italie. Et vous faites quoi? On sera des nains. On sera tous exposés à des empires. Voilà ce que vous proposez aujourd'hui. Mais madame, il y a 95% des pays dans le monde qui ont des frontières. Qui Ah oui, n'attendent on pas. a tous des frontières, ça c'est pas Non, non, un mais scoop, d'autres choses. Nous qui- sommes non. pour des frontières C'est pour tous les pays du monde ont des autour de frontières. l'Europe. Il n'y a pas de Jusque-là, problème c'est là-dessus. Bien sûr. On n'a Je jamais réponds, dit le madame. contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir qu'il y a des communautés d'idées qui peuvent se faire au-delà des partis, par exemple C'est sur ça. l'idée européenne. Non, mais nous, sur l'idée européenne, on ne veut pas recevoir de leçons d'une technocratie qui nous dit comment on doit utiliser notre argent pour faire quel projet nous imposer. Donc la C'est pas la technocratie qui l'Union prend. européenne. Non. Alors je sais pas dans quelle mesure vous avez eu l'occasion de collaborer à un exécutif. Quelle expérience vous avez de ce sujet-là? C'est pas la technocratie qui prend le pouvoir. C'est aux politiques de donner les ordres, quel que soit le niveau. Et quand le politique est faible, effectivement, c'est la technocratie qui prend le pouvoir. Et quand les technocrates prennent Vous le avez été au pouvoir, comme on le et connaît c'est les aujourd'hui, technocrates qui ont pris le pouvoir. Donc c'est que vous avez été Non, faible, vous l'avouez. mais pas du tout. Et le Conseil européen, pardon, mais le Conseil européen, C'est- c'est des élus. Le Conseil européen, c'est des élus. Hein. Est-ce que on a tendance à oublier en France, c'est quand même le Conseil européen qui décide de ce qu'on fait en Europe. Tout à fait. Un mot aussi sur un autre. J'ai pas pu Allez-y. intervenir sur le terme populiste. Allez-y. Excusez-moi, le terme populiste, pour moi, c'est complètement inapproprié parce que moi aussi, je suis populiste. Moi aussi, je veux que les gens les plus démunis soient aidés. Je veux dire, je suis quelqu'un de progrès, mais pour tout le monde. Et pourquoi on opposerait les populistes? Je pense aux progressistes. Pour moi, il y a les progressistes, puis après, il y a les démagogues. Ça, c'est pas pareil. Parce que populiste, quand on parle de populiste, tout le monde est pour les peuples. Dans le Vous voulez populisme, tous il y a les quand même aider. l'idée d'opposer C'est les assez élites, condescendant, c'est assez d'opposer les condescendant. élites au peuple. Oui, mais enfin, on l'utilise un peu de manière condescendante. Moi aussi, je veux que tout le monde s'en sorte, laisser personne au bord du chemin. Je veux dire, ici, personne d'entre nous, j'espère, le souhaite. Je veux dire, mais après, il y a des démagogues d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont des discours particulièrement difficiles. Et je rejoins Madame sur l'Europe. Je veux dire que Mais ce que la pourtant- France, mais pourtant, la quand- France 60 000... Mais quand Marine Le Pen, elle va voir les salariés de Whirlpool, et elle se préoccupe aussi Et pour- de leur position. Ouais. Oui, mais c'est très bien. Mais je veux dire, quand Marine Le Pen parle de sortir de l'Europe, etc., je On ne trouve parle ça pas de complètement on ne parle pas de ridicule. sortir de l'Europe, Attends, de la c'est fini. réformer de l'intérieur. C'est fini. Vous voyez le Avec Brexit, nos alliés vous voulez en plus. C'est Autriche, compliqué en de vous Italie. suivre. Nos idées sont au pouvoir presque partout en Europe. Un mot sur quelque chose qui pourrait structurer aussi peut-être la politique à venir, c'est l'environnement, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que ça peut être une piste de restructuration à Moi, je venir? L'écologie est vraiment transpartisane, ça c'est sûr, on s'en rend compte de plus en plus. On le voit au sein du gouvernement, au sein de la liste européenne, par exemple, le En même numéro temps, 2. pardon, on le voit au sein du gouvernement, Non, Nicolas non, Hulot, non, il a non, quitté non, le gouvernement justement sur le sujet, donc c'était Oui, pas... mais par exemple, dans la liste Europe, le numéro 2, c'est quand même quelqu'un des écologistes. Je veux dire, l'écologie, ça doit être pareil que le populiste, ça concerne tout le monde. Je veux dire, on a envie de laisser la terre la plus belle à nos enfants, etc. Enfin, Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, tout le monde n'est pas d'accord actuellement en Non, France. moi, je partage En pas. tout cas, Je il crois faut que tous le avoir cette nouveau idée clivage écologiste. qui va se faire et qui se fait déjà jour, c'est le clivage entre ceux qui ont compris, ceux qui sont persuadés que l'effondrement est devant nous. Alors, je ne fais pas partie des collapses. Voilà. Je crois plutôt que l'évolution sur le climat, elle va être progressive. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. J'ai eu l'occasion d'écouter Jean Jouzel. Ce qui va être terrible, c'est que ce réchauffement climatique, qui serait irréversible à partir de 2030, donc Jean Jouzel, prix Nobel Bien et sûr. Expert du GIEC, nous le dit très clairement. À partir de 2030, on va arriver dans l'irréversibilité et ça ne se fera pas de manière brutale. Il n'y aura pas ceux qui auront leur bunker et qui pourront s'abriter. Ça va aller progressivement, ça va aller crescendo et ça touchera les plus faibles et les plus démunis. Parce que ceux qui ont les moyens ont déjà anticipé, ont déjà acheté leur maison qui est à 1000 mètres d'altitude et ont déjà anticipé les choses. Donc ça va se faire progressivement et le choix qu'on a, qui est devant nous pour la quinzaine d'années à venir, c'est de changer ça. Et je parlais de gens qui sont capables de prendre leur destin en main et de changer la société. Mais c'est ça, l'enjeu, il est dans 15 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'on prend la décision de changer et il y a un clivage gauche-droite. Moi, il y a 2 ans, je suis intervenue en assemblée, ou 1 an et demi, en assemblée départementale pour prendre la parole là-dessus parce qu'on nous proposait un rapport sur l'environnement qui était réduit à peau de chagrin, qui était glissé dans le rapport d'activité annuel. Et j'ai offert les objectifs du développement durable à notre président, qui découvrait ce que c'était. C'est ça, les objectifs du développement durable. Il n'en avait aucune idée. Il découvrait, c'était il y a à peine 2 ans. Donc c'est une ligne Mais de c'est- fracture entre la C'est gauche et une la droite. vraie ligne de fracture, pas seulement entre la gauche et Non, la non, droite. non, Je crois pas- que ça c'est va pas être beaucoup gauche-droite, plus là. large que ça. Et ça va être entre ceux qui auront le courage de prendre des mesures et pas simplement de remplacer avec une taxe carbone les 5 milliards qu'on vient d'enlever sur l'ISF. Parce que c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous sépare, Damien Quentin, le réchauffement climatique ou pas? Non, mais C'est pas une priorité de Marine Le Pen dans ses discours du tout, et on l'a même entendu
jouer entre ça et la vie quotidienne des gens au moment des manifestations des Gilets jaunes sur les prix du carburant en particulier. Bon, on s'y intéresse quand même aujourd'hui d'une façon assez importante, avec notamment une personne qui est sur notre liste aux européennes, M. Hervé Juvin. Mais les votes de votre groupe au Parlement européen sur le sujet ont rarement été dans le même sens que les écologistes, on est d'accord? Au Parlement européen, possible. Mais je reviens avec ma camarade socialiste. Nous, au Conseil régional, l'écologie, c'est pas nous mettre des éoliennes partout dans la région. Et c'est pas nous mettre de la taxe sur le carburant. Quand je demande la baisse de la TICPE, on me la refuse. L'exécutif socialiste me dit que ce sera que 50 centimes d'économie pour le citoyen d'économie à la pompe à essence. Mais je vous coupe, on voit donc que vous n'êtes pas d'accord. Non, sur l'environnement et sur la primauté de l'environnement, puisque bien sûr. Dire je suis contre le réchauffement climatique, mais en général, ça veut dire qu'on n'est pas pour toutes les mesures, parce que je rappelle que le rapport du GIEC, le dernier, préconise que si on veut changer les choses, alors il faut jouer sur les libertés individuelles et sur nos modes de vie. Exactement. Oui. Et ben nous, on répond de cette façon sur les modes de vie. Pour nous, c'est du bon sens. Un produit, quand on achète un produit en circuit court, il doit être moins cher qu'un produit importé d'un pays chinois. C'est du bon sens. Il faut mettre fin à l'individu hors sol. Mais je pense que pour l'écologie, il va falloir qu'on reprenne en main notre territoire, notre économie, nos frontières. Ça va passer aussi par... Je crois qu'on aura compris que vous n'êtes pas d'accord sur le thème. Je crois que le fait de dire on s'y intéresse quand même, c'est quand même assez révélateur. Nous, on s'y intéresse pas juste quand même. C'est la différence entre un parti qui travaille et d'autres. Même si on a été qualifié effectivement au début de cette émission par un terme que je ne reprendrai pas, vous reprendrez à l'Assemblée nationale et vous trouverez la lecture intéressante. Le groupe socialiste a pu travailler sur le pacte pour la transition écologique qui est proposé entre autres par Nicolas Hulot, la CFDT, etc. Sur les 66 propositions de ce pacte, il y en a 46 qui ont déjà été proposées sous forme d'amendements à l'Assemblée nationale par notre groupe et qui ont été systématiquement rejetées. Donc il y a un double discours du gouvernement actuel qui est pour la transition écologique et qui par ailleurs va détruire les accords au niveau, vous le disiez tout à fait justement, du Conseil européen, qui est composé, je le rappelle, effectivement, de nos ministres et de nos représentants. Au bout de tout ça, il y a des élections. Alors l'européenne, vous avez déjà commencé, je vous remercie. On en avait parlé. Et effectivement, c'est un paradoxe, puisqu'au niveau européen, le clivage gauche-droite, tel qu'on le connaît, ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il va y avoir aussi, dans la foulée, il y aura des élections municipales derrière. Est-ce qu'on se dirige vers un momentum électoral différent d'habitude? Est-ce que ça veut dire que tout le monde, de votre point de vue, va se recentrer sur les enjeux locaux et que les écuries politiques vont un petit peu disparaître, François Desailly? Il faut voir, par exemple, déjà en 2014, je vous défie de voir les logos politiques sur... Il y en avait déjà très peu, le désétiquetage jouait à plein, c'est vrai. Je prends l'exemple de Dijon, je veux dire, mais dans d'autres villes, mais je le vois bien que ça, cette frontière... C'est d'ailleurs fait disputer par tous les candidats qu'on réétiquetait, nous, quand même. Cette frontière invisible entre la gauche et la droite est en train de complètement exploser, parce que avant, en 2008, j'étais un ovni. On me disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va travailler avec la gauche. Maintenant, on est sollicité et de plus en plus, ces portes s'ouvrent et on veut travailler ensemble. Cet espace central s'est fortement élargi et on travaille non pas dans un intérêt national, c'est dans un intérêt local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un laboratoire des changements, de votre point de vue? Exactement. Ce qui se passe au niveau national, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années au niveau, 10 ans avant, au niveau municipal. Certains maires n'avaient pas besoin des centristes pour gagner, ils l'ont fait. C'était vraiment, ils ont innové au sein de leur façon de faire de la politique. Et là, on le retrouve au niveau national, avec 10 ans, 15 ans après. Et les sollicitations que nous pouvons avoir de tous bords politiques pour travailler ensemble dans l'intérêt de la ville, c'est ça qui importe. Et c'est aussi cette façon de tromper les électeurs. Monsieur Desailly est soutien de la majorité présidentielle. Il a eu l'investiture aux législatives. Et aujourd'hui, dans votre conseil municipal de Dijon, vous siégez avec le Parti socialiste et vous ne siégez pas avec le groupe La République En Marche. Je vois pas le rapport. À un moment donné, il va falloir faire des choix et ne pas tromper les électeurs. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Vous écoutez pas ce que je viens de dire. Je viens de dire exactement que je travaille dans un intérêt local. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pragmatique. Mais quand vous demandez l'investiture La République En Marche aux législatives, vous ne demandez pas l'investiture Parti Socialiste. La République En Marche, j'ai dit Modem République En Marche, différence. C'est la même chose. Je suis président du mouvement démocrate, je suis désolé, je ne suis pas président de la République En Marche de Côte d'Or. Vous êtes soutien de la majorité présidentielle. Et oui, entièrement, à 200%. Mais je suis soutien, j'ai un bilan à défendre, j'ai fait un programme en 2008, en 2014 avec le maire actuel de Dijon et je défends ce programme. J'ai désendetté la ville
comme nous avons travaillé au désendettement de la ville, plutôt, je ne sais pas désendetté, nous avons travaillé au désendettement. Non, voilà, nous avons travaillé au désendettement de la ville, et c'est très bien. Nous avons travaillé à l'investissement, nous avons maintenu l'investissement, désendetté la ville, c'est très bien. Mais moi, je travaille sur un programme, je suis quelqu'un de pragmatique, je travaille sur la ville. Moi, ça ne m'empêche pas de travailler avec madame conseil départemental, il n'y a aucun problème. Je travaille dans l'intérêt général. Je ne vais pas m'obliger à travailler avec quelqu'un qui est mauvais parce qu'il est de l'autre côté. Donc, aux prochaines municipales, s'il y a une liste La République En Marche et une liste Parti Socialiste, vous allez sur quelle liste? Et on verra, nous ne sommes pas là pour l'instant. Je finis mon programme. Nous travaillons. Il nous reste peu de temps. Il y a clairement, je constate un clivage entre les dogmatiques et puis ceux qui font effectivement le choix de travailler pour les populations. Alors c'est bien de travailler avec tout le monde. Moi je suis dans un groupe où on va des communistes aux radicaux de gauche. On est effectivement très ouvert. Je crois qu'aujourd'hui les gens ne feront pas un choix sur une couleur, une étiquette ou un parti. Ils feront le choix sur la proposition qui leur sera faite. Et les citoyens sont en train de reprendre la main. Ils le reprennent sur les réseaux sociaux, ils la reprennent sur les ronds-points. Et ils la reprendront dans les prochaines échéances. Ils seront capables de lire des programmes, ils seront capables de faire des choix. Dans des élections partielles, je pense à Tournu, par exemple, où il y a eu un phénomène en cours de mandat, où on a porté quelqu'un de la société civile. Mais à un moment donné, ça n'empêchera pas la réflexion de fond, qui est de savoir quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'on met notre bulletin dans l'urne à la fin, est-ce qu'on se soulage dans l'isoloir, ou est-ce qu'on fait un choix pour une politique et pour un projet qui est porté à un niveau municipal ou à un niveau européen. Voilà. Et on avait l'habitude des votes sanctions. On avait l'habitude des votes sanctions ou des votes confirmation. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité de la démocratie. J'ai envie de le voir de manière positive. Donc ça, ce sera nos prochaines échéances. Les municipales, c'est dans un peu plus d'1 an. Les européennes, c'est bientôt, effectivement. Merci à tous les trois. Alors, ça pourrait durer beaucoup plus. On est au bout de ce débat avec au moins autant de questions que de réponses, j'ai envie de vous dire. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime la politique. Merci à tous les trois d'être venus débattre, donc. Et puis, avec une pensée aussi pour Valérie Leger, qui devait être avec nous. On pense à elle. Oui. Peut-être qu'elle nous regardait. On lui souhaite un bon rétablissement. Restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Gabriel Attal, le secrétaire d'État à l'éducation et à la jeunesse. Merci, au revoir et bon dimanche.